Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de Boire et déboire d'un cinéphile. Aujourd'hui, un sujet un peu spécial puisque nous allons mettre en lumière un pan de la filmographie de Michel Audiard. On le rappelle très sommairement. Michel Audiard est un passionné de cyclisme, qui s'essaiera même à une carrière dans ce domaine avant de se rabattre dans le journalisme. Il lui arrivera même durant sa carrière de signer des articles en tant que correspondant à l'étranger, alors que ses papiers sont en réalité écrits sur un coin de table d'un bistrot parisien. J'ai toujours rêvé d'être escroc. Je suis devenu auteur au lieu de devenir escroc parce que j'ai remarqué que les auteurs, enfin à moins d'avoir des opinions politiques, vont assez rarement en prison. Mais Michel Audiard, c'est surtout une centaine d'œuvres à son actif, dont il co-signe les scénarios ou bien les dialogues, sans oublier une incursion pas forcément réussie dans la réalisation. En ce qui concerne ses œuvres majeures, on peut citer Les Tontons Flingueurs, Un singe en hiver, Garde à vue, 100 000 $ au soleil, Mélodie en sous-sol, ou encore Les Barbouzes. Procrastinateur invétéré, voleur de répliques, Lino Ventura et Bernard Blier le lui reprocheront de manière régulière, mais amicalement, rassurez-vous. Tu es dialoguiste, comment fais-tu tes dialogues? C'est une question qu'on t'a posée 1000 fois, 100 000 fois. On pourrait parler là-dessus si on voulait. Ah, il y a déjà de la dissidence, là, il me semble. Ils vont dire que je leur vole des mots, c'est tout. Moi, je connais pas leur manège. Ils m'invitent à bouffer chez eux, ils disent n'importe quoi. Moi, j'écris après des choses ciblées, mais ils me disent tu nous as fait les poches. Blier, il y a une complicité totale et même une complicité de langage. Parce qu'il m'arrive de voler des mots à Blier, il le sait très bien. Il y a des choses dans le dernier, par exemple, à un moment, il y a un personnage qui apparaissait sur l'écran et je disais, celui-là, il a l'air d'une pointe bique, ça amusait les gens. Je l'ai piqué à Blier, ça, c'est le jour où il a vu Sim sur le plateau, il m'a dit, écoute, on est vraiment une pointe bique, je vais voler. Celui qui affectionnait tellement les périphrases que l'on finit par lui en attribuer une, à savoir l'anarchiste de droite, était un grand nostalgique. Le style d'autrefois, toute une époque. Une fête éco de nos jours, le petit bourgeois prend des libertés infernales. O tempora, o mores. Quoi? C'est du latin, ça veut dire drôle d'époque. Et quand je dis drôle d'époque, je minimise. En réalité, nous assistons au triomphe de la subversion, au renversement des valeurs. Une nostalgie qui entre à plusieurs de ses films, et s'attardera souvent, sans que l'on sache pourquoi, sur la fermeture des maisons closes. C'est de la faute, premièrement, à ceux qui ont fermé les maisons closes. Eux-mêmes déjà mériteraient la peine de mort. Il est en amitié, en amour, mais souvent avec des hommes. Parce que je pense que c'est plus facile pour lui. Les relations entre hommes, ça va vite. Tandis qu'avec les femmes, c'est plus difficile. Lui, ses références, les filles, c'est toujours un peu sexuel. C'est souvent des prostituées ou des filles de joie ou des filles pas très difficiles à convaincre. Qui a dit nos meilleurs souvenirs ne nous quittent jamais? Mais avant de se lancer dans le cœur du sujet, remettons-nous dans le contexte. Tout commence avec la loi Marthe-Richard du 13 avril 1946, qui abolit le régime de la prostitution, institution réglementée en France depuis 1804. Elle impose donc la fermeture de ce que l'on nommait encore les maisons de tolérance. Cette promulgation intervient dans un contexte tendu. En effet, nous sommes après la Seconde Guerre mondiale, et il s'avère que la plupart des tenanciers de maisons closes ont eu très à cœur de faire découvrir aux soldats allemands et américains qu'en France, il n'y avait pas que le vin et le fromage qui vaillent le coup d'œil. Des soupçons d'antipatriotisme, parfois avérés, pèsent donc lourdement sur les propriétaires de ces établissements, et la loi Marthe-Richard est une sanction à leur encontre. C'est en réaction à cette période, et à certains souvenirs douloureux, que Michel Audiard n'hésitera pas à régulièrement glisser dans ses dialogues des références à la fermeture des maisons closes ou à la prostitution, avec impertinence ou du moins une certaine malice. Revenons donc ensemble sur les apophthegmes du petit cycliste, dans un contexte de retape, et ce, en 5 étapes. A-t-on vraiment encore besoin de présenter ce film? Pour faire court, puisque l'on connaît tous la petite histoire et que la chaîne Calmos a déjà livré une brillante vidéo sur le sujet, nous dirons qu'il s'agit ici d'une adaptation quasiment parodique du roman de Simona, Grisby or Not Grisby, écrite par ses soins et dialoguée par Audiard, ce qui signe ici leur 5e collaboration. On peut y trouver des nervous breakdowns, des éparpillements façon puzzle, des bourre-pifs, de la pomme, de la betterave, la retraite de Russie et des rêves en couleur. Il y a tout cela, oui, mais il ne faudrait pas oublier le mirage africain, et la télévision qui donne bien du fil à retordre à Dominique Davray.
Madame Mado, je présume? Elle-même. Chère madame, Maître Folas m'a fait part de quelques embarras dans votre gestion, momentanée, j'espère. Souhaiteriez-vous nous fournir quelques explications? Des explications, monsieur Fernand, il y en a deux. Récession et manque de main-d'œuvre. Ce n'est pas que la clientèle boude, c'est qu'elle a l'esprit ailleurs. Le furtif, par exemple, a complètement disparu. Le furtif? Le client qui venait en voisin. Bonjour, mademoiselle, au revoir, madame. Au lieu de descendre maintenant après dîner, il reste devant sa télé pour voir si par hasard il serait pas un peu l'homme du XXe siècle. Et l'affectueux du dimanche, disparu aussi. Pourquoi? Voulez-vous me le dire? Encore la télé? L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Mais dites-moi, vous parliez de pénurie de main-d'œuvre tout à l'heure. Alors là, monsieur Fernand, c'est un désastre. Une bonne pensionnaire, ça devient plus rare qu'une femme de ménage. Ces dames s'exportent. Le mirage africain nous fait un tort terrible. Et si ça continue, elles iront à Tombouctou à la nage. Bien, je vous remercie, madame Mado. On causera de tout ça. Il y en a qui ont le cœur si large qu'on y entre sans frapper. Il y en a qui ont le cœur si large qu'on n'en voit que la moitié. Un film étonnamment très tendre, sous des airs bêtes et méchants. Suite à une plaisanterie de mauvais goût, un ouvrier agricole issu de l'assistance publique, ancien nom de l'ASE, ou aide sociale à l'enfance, est abandonné en plein Paris. Alors seul et perdu, il va pouvoir compter sur Léon Dessertine, un mandataire en viande joué par Bernard Blier, lui aussi ancien de l'assistance publique, qui va le prendre sous sa protection. Le film a au moins deux raisons de rester mémorable. Pour son thème principal interprété par Jacques Brel, Les cœurs tendres, et pour le fait que Jean Lefebvre obtient pour la première fois de sa carrière le rôle principal d'un film. Au contact de son personnage d'idiot du village, une inversion des valeurs s'opère, les vrais caractères se révèlent. Comme Léon Dessertine, le patron cynique pourtant prêt à prendre fait et cause pour son frère de l'assistance, l'étudiant socialiste qui profite de la crédibilité de notre protagoniste, ou encore le personnage de Juliette, dite la fleur, prostituée prête à se ranger des voitures, ou au moins du trottoir, et devenir propriétaire agricole et prendre sa revanche sur la vie aux côtés de Goubi. Café et un Vitel. La fleur, tu me convulses. Tu penses quand même pas à quitter le métier, une courageuse comme toi, que je cite en exemple tout le temps. Métier qui nous fait la paire, ma pauvre Lucienne. Dévoré tout rond par la télé. Ça fait tant de tort que ça, tu crois, la télé? Du tort? Mais l'homme de maintenant, dès qu'il sort de son bureau, c'est pour foncer devant son poste. Puis tout l'intéresse, ce con. Tiens, pendant le tournoi des 5 nations, là, comme ils appellent, tu vois encore un client le samedi soir dans la rue? Puis quand c'est pas le rugby, c'est le vélo. Quand c'est pas le vélo, c'est Longchamp. Oh non, le micheton d'aujourd'hui, plus avec nous autres qui s'envoient en l'air. C'est avec Couder, Chapat et Zitrone. Parlons plus de tristesse, va. Il est à noter pour l'anecdote que le film est adapté d'un roman de René Fallet, auteur entre autres de La soupe aux choux, et qui, tout comme Audiard, est un adepte du cyclisme. Les deux hommes partageaient d'ailleurs tous deux une grande amitié avec Jean Carmé, qui avait lui-même la soquette en titane. C'est donc sans surprise que René Fallet créera une alternative au Tour de France, appelée les boucles de la Bèbre, et dont chaque étape est une invitation à consommer de l'alcool en toute décomplexion. On pourra y noter la présence de divers invités de marque, dont Audiard, Carmé, et même encore Georges Brassens. Pour rembourser sa dette auprès de l'ancien proxénète Charles Le Picard, Éric Masson lui propose de monter une affaire de fausse monnaie. Le seul qui puisse mener à bien l'opération est Ferdinand Maréchal, dit le DAB. Or ce dernier s'est retiré des affaires et élève des chevaux à Caracas. Le DAB se montre d'abord réticent, mais finit par accepter et revient à Paris après 15 ans d'absence. Il s'agit de la deuxième adaptation parodique d'un roman d'Albert Simonin, pour rappel, le papa de Maigret. C'est donc lui qui réécrit cette adaptation, tandis que les dialogues sont confiés à Audiard, signant ainsi leur seconde collaboration après Courte Tête, réalisée par Norbert Carbonneau. On retrouve au casting des habitués de la constellation du petit cycliste, Jean Gabin, Bernard Blier, Maurice Biraud, Françoise Rosé et Robert Dalban.
Le personnage de Bernard Blier, ancien proxénète et tenancier de maisons closes, se lamente une énième fois sur la disparition des maisons de tolérance et des traditions qui se perdent. Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manchette en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore, les rois, ils arrivent à l'heure. Parce que j'en ai connu, moi, mon cher maître des rois. Et puis pas des petits. Des Hanovre, des Hohenzollern. Rien que des Michelons garantie croisade. Et vous me voyez là maintenant, mais moi, j'ai pas toujours tenu un clandé, hein. Vous n'avez pas connu la rue du Chalabet, 60 chambres. Et ils ont filé tout ça aux petites sœurs des pauvres, quand j'y pense, tiens. Alors c'est pour vous dire que votre ami Eric, ses grands airs, il peut se les cloquer dans le baba. Tu peux pas savoir ce que cette piole-là pouvait plaire. Un moment. Tiens, pendant le salon de l'auto, ben on avait des réservations 3 jours à l'avance. Mais maintenant que t'es sur place, d'Arbre, tu comprends? C'est pas à pleurer de voir toutes ces pièces lavées, dis. Mais te laisse pas sombrer, mec. J'y ai dit que ça réouvrirait, il veut pas me croire. Il se complaît dans son deuil. Il a raison, t'es une épée d'Arbre. T'es comme on dit, une figure, mais pas dans cette branche-là. Quand ils rouvriront, il sera trop tard. Tu trouveras plus un homme ni une femme capable de tenir convenablement une tôle. C'est toute une école, ça. T'auras du bobinard standard, mais les manières seront perdues. Eh, qu'est-ce que tu veux? Ce sera le monde de demain. Un célèbre trafiquant d'armes meurt dans une maison close. Il lègue à sa jeune veuve un château et une importante collection de brevets qui intéressent les services secrets de plusieurs pays. Ainsi, 4 barbouzes sont envoyés pour récupérer les précieux documents. Par 4 barbouzes, il faut comprendre 3 espions à la solde d'État probablement communistes et un contre-espion français. Et bien sûr, 2 des espions sont interprétés par Francis Blanche et Bernard Blier, tandis que le contre-espion n'est autre que Lino Ventura, qui peut se targuer d'être dans le haut de la liste des catcheurs professionnels reconvertis avec succès dans l'actorat, devant The Rock ou John Cena. 8e collaboration entre Audiard et Simonin, ce film, qui est un peu dans la lignée des Tontons Flingueurs, réunit à la fois un casting similaire, le même réalisateur et la même équipe à l'écriture. Ici, la maison close est le point de départ de l'intrigue du film. Son Excellence Benarcha, grand ami de la France, est mort il y a 1 heure dans les bras de son admirable épouse, dans l'ancien château des Hohenzollern, près de Munich. Une mort aussi édifiante que le fut sa vie. Et à part ça? Quoi à part ça? Oui, bien maintenant que vous m'avez donné la version pour France Dimanche à la Poste du Caire, vous pourriez peut-être me donner la vraie, non? Ah bien voici, assez contrariante. Madame Pauline n'est pas la femme de Benarcha, et son Bouygues de la rue de Chazelle n'a rien à voir avec le château fort du défunt. Bon, et alors? Comment alors? Ben alors vous ramenez son Excellence sur ses terres, vous l'installez sur son lit d'apparat, vous assurez la veuve de notre attraction, et vous rentrez chez vous. C'est ça. Et si je me fais piquer à la frontière avec son Excellence? Mon cher, si vous vouliez être couvert, il fallait vous engager dans la gendarmerie. Oh, monsieur Lagneau, vous n'avez pas connu les soirées du temps de son Excellence? Vous croyez bien que je le regrette? C'était pas du tout ce que vous pensez. Enfin, écoutez, Mme Pauline, il faut quand même voir les choses en face. La chambre des glaces, le boudoir chinois, les fillettes au salon. Dans ma jeunesse, ça s'appelait... Oh, bien sûr, si vous jouez sur les mots. On leur fait dire ce qu'on veut aux mots. Bon, monsieur Benarcha, ma maison, c'était plutôt un décor. Une façon de croire qu'on n'a pas vieilli, qu'on reste fixé dans une époque. Il pensait pas tellement galipette, mais plutôt tradition. Les Bons Vivants, renommé Un Grand Seigneur lors de sa réédition en DVD, est un film à sketch aux intentions floues. Le film se compose de 3 parties distinctes. Les 2 premières sont écrites par Albert Simonin et réalisées par Gilles Grangier, à qui l'on doit déjà le cave se rebiffe. Ces 2 parties se répondent directement, contrairement à la 3e qui fait bande à part. En effet, celle-ci est adaptée d'une nouvelle de Paul Rebout et Charles Muller et réalisée par Georges Lautner, réalisateur des Tontons. Face au film, difficile de déterminer quel est le moteur véritable. Cette 3e partie vouée à être un court-métrage et qui aurait été rallongée par 2 parties pour justifier une exploitation sale, ou bien l'inverse. 2 montages existent du film, dans lequel l'ordre des sketchs varie, la voix off change, etc. Ce qui donne au final une œuvre manquant de cohérence. Sous les différentes couches de la déception qu'apporte le film, il reste pour notre plus grand plaisir une trame semblant inspirée par certains aspects du Cave se rebiffe, sorti 4 ans plus tôt.
Les Bons Vivants est une œuvre bancale, mais non teintée d'une certaine ironie bien franchouillarde. Et celui-ci s'offre le luxe de présenter les différents acteurs de la prostitution organisée, comme des personnages humains, attachants, et tout cela sous le mandat du général de Gaulle, dont les valeurs conservatrices incarnent à peu près tout ce qu'Audiard réprouve, comme le montre le documentaire qu'il réalisera en 1974, Vive la France. C'est Marcel. Charles. Oh, dis-moi que c'est pas vrai. Qui c'est cet homme-là? C'est Monsieur Marcel de Toulon, taulier du Grand 8. Oh, c'est le taulier du Grand 8. Qui c'est? Le taulier du Grand 8. Oh mince alors. Oh, il y a de la prestance. Oh mon gars. Ah, tu sais. Viens t'asseoir. Blanche. Oh. On t'a l'air secoué, grand. Ah bah. Oh, et ta nénette si sensible. Comment est-ce qu'elle prend la chose? Alors, j'ai dû la mettre en clinique. Nervous breakdown. Alors t'as lourdé tout seul? Seul. Comme un paria, comme un lépreux. J'ai traversé la ville en charrette. Personne ne me saluait plus. Des clients de 20 ans, des notables, des gens que j'avais obligés, qui tournaient le dos en reconnaissant ma voiture. Ah, un record d'ingratitude. Oh, t'entends ce qu'il dit, t'entends? Alors j'ai préféré prendre la route. J'ai remonté la vallée du Rhône. Partout des ruines, Charles. T'entends? Partout. Riton d'Alès, le grand Louis de Valence, Madame Aimée. Oh, une personne qui tient à Auxerre depuis 15 ans. Tous à la rue, les Cadillacs sous pression, le chemin de l'exil. C'est la grande peur, Charles, l'an 1000, comme dans les bouquins de l'école. Bah, heureusement qu'il y en a qui tiennent le coup. Et ce sont eux qui m'envoient. Ceux qui se rebiffent. Mais sans indiscrétion, qui se rebiffent contre quoi? Contre la loi inique, contre les menées scélérates. Hier soir à Lyon, on a fondé notre comité de résistance. Et c'est pas vrai, tu charries? 37 tauliers, la fine fleur de la profession était présent. Et un plan a été adopté à l'unanimité. Mais un plan de quoi? Tu m'étourdis! Mais un plan d'action, suis un peu ce que je dis. 3000 pensionnaires montent déjà sur Paris pour le défilé de revendications. De la porte Saint-Martin à la Madeleine, et j'ai mieux de dire que ça va faire du pétard. À la préfecture sûrement. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. Merci de nous avoir suivis. Et pour nous quitter dans le respect, la tendresse et la bienveillance, quoi de mieux qu'un petit brin-cince de circonstance? Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût ta mère, que cette putain ne fût ta mère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles. Attention, j'aime pas les questions. Moi, j'aime pas les conneries. Surtout le matin avant le café, ça agace.